le podcast Humain demain. Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain demain en collaboration avec l'AFT, l'Association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Marc Roux, président de l'AFT, va m'accompagner en tant que co-animateur. Salut Marc. Bonjour. Dans cet épisode, nous revenons sur le sujet du cosmisme russe que nous avons abordé avec Rudolf Bierand lors de l'épisode 9. Et pour ce faire, nous recevons Olga Reshetnikova. Bonjour Olga. Bonjour. Alors déjà, ma première question, je vais vous demander de vous présenter. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au cosmisme russe ? Déjà, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation. Je suis professeur de russe au lycée international des Pontonniers à Strasbourg et aussi au lycée Cassin. Ça se trouve que l'histoire de mon lycée est curieusement liée avec l'histoire russe. C'est-à-dire que d'abord, notre bâtiment, c'était une caserne pour les pontonniers. Et en 1812, pendant la guerre de Napoléon, les pontonniers de Strasbourg sont entrés dans l'histoire parce qu'ils ont construit des ponts pour permettre à l'armée française de traverser la rivière Bérésina lors de la retraite de l'armée française. Et voilà, aujourd'hui, on peut apprendre le russe au lycée des pontonniers, le russe comme langue étrangère et aussi le russe dans le cadre de la section russe pour des élèves russophones. Voilà. En ce qui concerne mon intérêt pour le cosmisme, ça date parce que j'adore évidemment la Russie, c'est mon pays d'origine. J'adore sa culture, son histoire et notamment sa littérature et sa philosophie. Et encore, quand j'étais étudiante en Russie, j'ai découvert la philosophie par le biais de la littérature russe. Par exemple, en lisant les romans de Dostoïevski ou d'Andrei Platonov, on découvre quand même les influences philosophiques, notamment l'influence de Nicolas Fyodorov, l'un des fondateurs du cosmisme russe. Et plus tard, je fais une partie de ma thèse sur l'œuvre de Dostoïevski. Je parlais, entre autres, de la philosophie de Nicolas Fyodorov. Et ensuite, j'ai suivi avec grand intérêt des cours de philosophie russe, encore en Russie. Et c'est comme ça que j'ai découvert la philosophie et la philosophie cosmiste. D'accord, très bien. Donc ça nous permet d'enchaîner tout de suite vers la question, donc qu'est-ce que le cosmisme et donc qu'a-t-il à voir en particulier avec la Russie, parce qu'on parle souvent de cosmisme russe, et donc donc peut-être nous faire un récapitulatif plus ou moins long comme vous le souhaitez sur le cosmisme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il nous dit et son histoire. Tout d'abord, je dois quand même préciser que je ne suis pas vraiment un grand spécialiste du cosmisme russe, je ne suis pas philosophe. Voilà, je me spécialise en littérature et en langue russe. Il y a beaucoup de spécialistes sur le cosmisme, même actuellement. Par exemple, en France, c'est Michel Yeltchinov. Il y a aussi Françoise Lesourd comme philosophe français. Il s'intéresse au cosmisme. Il faut dire que le cosmisme est né sur le sol russe. Il y a des hypothèses comme quoi ça a été lié aussi à l'espace russe. L'espace est une notion très importante pour la culture russe. Et ces courants, je précise que c'est pas un courant uniquement russe parce qu'il y a plusieurs définitions du cosmisme. C'est pas évident de donner peut-être une définition exacte et exhaustive de cette notion, mais parfois on comprend que c'est uniquement un phénomène russe. C'est pas tout à fait précis. C'est vrai que le cosmisme s'est exprimé surtout sur le sol russe. Les Russes sont les plus connus dans ce domaine, mais c'est plus compliqué que ça parce que en réalité, effectivement, ça a été né sur le sol russe en fin du 19e siècle et au début du 20e. Mais après, les cosmistes russes, par exemple la figure clé Nicolas Fyodorov, eux-mêmes, ils considéraient que le cosmisme est né bien avant, même dans l'Antiquité, il y a déjà des prémices pour ce courant philosophique. Par exemple, il nomme Kant, René Descartes comme philosophe
qui ont influencé sur sa propre vision du monde. Donc, on peut parler du cosmisme comme quand même phénomène universel, culturel, qui touche à tous les domaines de la culture, et la philosophie, la littérature, même l'expression dans les arts. Et il considère l'homme dans ses rapports avec Dieu et avec l'univers. Parfois uniquement les rapports entre l'homme et l'univers, parce que certains philosophes cosmistes étaient athées ou agnostiques. De notre côté, il faut dire que parmi ce phénomène, ce qu'on appelle le cosmisme russe, il y a aussi des philosophes qui ne sont pas vraiment russes. Donc, par exemple, Vernadsky, Vladimir Vernadsky, qui était ukrainien, ou il y avait aussi les autres qui étaient, par exemple, les Moldaves, ou, un autre exemple, c'est Pierre de Chardin, qui était français, qui fait partie quand même du cosmiste. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu comme, d'une certaine façon, l'humanisme qui est un courant philosophique vraiment assez large finalement, qui peut trouver aussi des racines dans l'Antiquité grecque, j'imagine, quand on lit certains passages de certains, même philosophes présocratiques. Et l'humanisme, après, évidemment, émerge au siècle des Lumières, mais voilà, c'est beaucoup plus international que ça, que juste dire l'humanisme vient de la France au 18e, ou je sais pas. Est-ce que nous pouvons, après cette petite présentation générale, rentrer un peu plus dans les détails pour dire qu'est-ce qui caractérise cette philosophie cosmiste? Vous avez rappelé que Nicolas Fedorov était son fondateur. Quelles sont ses idées principales? En fait, je voulais aussi préciser que ce qui caractérise le cosmisme en général, c'est son dualisme, c'est-à-dire que d'un côté, c'est une philosophie, une vision du monde, de notre côté, il y a toujours l'aspect pratique, c'est-à-dire il y a toujours l'appui sur des sciences naturelles pour pouvoir proposer un modèle, un changement dans la vie de l'homme. Voilà. En ce qui concerne Nicolas Fedorov, c'est un personnage très intéressant, l'histoire de la philosophie russe, voire de la culture russe. Il était un simple bibliothécaire. Ensuite, déjà à la fin de sa vie, il a travaillé aussi dans les archives de la ministère des Affaires étrangères en Russie. C'était quelqu'un qui était très modeste, qui s'opposait déjà à la publication de ses œuvres, qui voulait pas qu'on augmente son salaire. On l'appelait un Socrate russe, Socrate de Moscou, quelqu'un qui refusait d'avoir des biens parce que c'était sa position. Et en même temps, Nicolas Fyodorov, il a commencé à s'intéresser à l'homme, à sa place dans l'espace, dans l'univers. Toute sa vie, il a travaillé sur l'œuvre commune, ou on appelle ça aussi grande œuvre, ça dépend de la traduction française. Il propose pour que tous les gens se réunissent parce qu'il voulait que l'homme parte à la recherche de générations précédentes. Il propose de ressusciter les pères. Ça s'appelle comme ça, la ressuscitation de pères de nos ancêtres. Il voulait que ça soit fait pour tout le monde, pas seulement pour des personnes élues, mais vraiment pour toutes les générations précédentes. Il y avait un sens de culpabilité vis-à-vis de ces générations. Mais pour lui, c'est important aussi de mettre en valeur pour que ça soit vraiment toute la collectivité. C'est-à-dire que toute l'humanité doit travailler sur cette grande œuvre. Il voulait que toutes les guerres s'arrêtent du coup pour que l'homme arrête de mettre de l'argent, par exemple, je sais pas, dans l'armée, dans les guerres, pour que tout le monde, toutes les sciences se réunissent pour cette œuvre commune. Il considérait que ça sera un jour possible à condition que tout le monde y croit et tout le monde essaie de participer à cette œuvre commune. Ça reflète en quelque sorte un trait général de la philosophie russe, parce que d'un côté, ce qui est très caractéristique de peut-être tous les philosophes russes, c'est-à-dire c'est
c'est la passion qu'on met dans les idées, voilà. Et de notre côté, la tentative de trouver une application, c'est-à-dire la tentative de mettre en pratique les idées qu'on trouve. C'est-à-dire changer le monde, changer l'homme, changer le rapport entre l'homme et l'univers, voilà. Ça, c'était très important pour Fyodorov, comme d'ailleurs pour la majorité des philosophes russes. Les cosmistes, autant que je sache, donc avaient des visions particulièrement audacieuses. Donc vous venez de parler de cette idée de la résurrection des morts, de l'ensemble des morts. Il semble qu'il y ait également un lien avec la perspective de la colonisation de l'espace. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? Comment est-ce que le lien se fait entre d'un côté la préoccupation de la résurrection et de l'autre côté la préoccupation donc d'une conquête de l'espace? Comment est-ce que c'est venu ça? Il faut dire que Nicolas Fyodorov, il se fait critiquer déjà par les philosophes, par les esprits, on va dire, de son époque. Il connaissait Dostoïevski, il connaissait Léon Tolstoï. Et les premières critiques, c'était un peu ça, c'est que même si on est très religieux, parce que Fyodorov, vous savez, il y a deux courants dans la philosophie qui s'appelle le cosmisme russe. Deux principaux courants. Le premier courant, c'est le cosmisme religieux, et Fyodorov en fait partie. Et ce courant, ce sont des gens croyants qui pensaient qu'il y a Dieu, un univers. Fyodorov considérait que Jésus-Christ, quand il est venu sur Terre, il a fait ce qu'on appelle le rachat du péché originel. C'est-à-dire que maintenant, les hommes sont capables de se faire ressusciter. Il avait même des propositions concrètes, entre guillemets concrètes, pour procéder. Et l'un des reproches, c'était effectivement, admettons que ça soit possible, mais est-ce que sur la Terre, on trouve de la place pour toutes ces générations ressuscitées? Je peux raconter deux petites anecdotes. Donc, la première anecdote, c'est l'un des philosophes envoie à Nicolas Fyodorov une lettre où d'ailleurs, il commence par critiquer ses idées, par parler de leur côté utopique, leur côté non réalisable. Et ensuite, pour terminer sa lettre, il est un peu énervé et il écrit et de toute façon, où est-ce que vous voulez placer autant de monde? Et Fyodorov lui réplique que, en fait, je vais vous répondre point par point à toutes vos critiques, vos remarques, à toutes vos questions. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir posé cette question parce que c'est dire que hypothétiquement, vous admettez quand même cette idée. Donc, même en tant qu'hypothèse, ça vous paraît possible. Et deuxième anecdote, c'était Léon Tolstoï qui la raconte. Il était invité, Léon Tolstoï, il était invité à la réunion de la Société russe psychologique, des psychologues, et il présentait la philosophie de Nicolas Fyodorov. À la fin de cette présentation, il y avait quelqu'un qui lève la main, qui lui pose la question, je comprends pas, est-ce qu'on pourra trouver de la place pour pouvoir accueillir autant de monde? Et dans ce cas-là, Léon Tolstoï répond tranquillement, notre philosophe, il a pensé à cela, ne vous inquiétez pas, on va partir vivre sur les autres planètes. Et il a entendu un fou rire dans la salle. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la philosophie en elle-même n'a pas provoqué autant de chocs dans la salle que l'idée que l'homme pourra un jour partir pour conquérir l'espace, pour voir les autres planètes. Alors, donc à partir de cette idée-là, qui paraît au départ, enfin qui se ressemble à une utopie au bon sens du terme, il semble que, cela ait une véritable influence dans le développement concret d'un certain nombre de sciences et de technologies. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle qu'a joué le cosmisme dans le développement de l'aérospatiale en Russie? Il faut dire que c'est indiscutable, les cosmistes russes ont joué un rôle vraiment primordial, un rôle direct dans la conquête de l'espace. C'était à l'époque de la guerre froide et cela faisait partie de la guerre froide.
Mais avant, peut-être qu'il faut dire que avant encore l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, il y avait un autre cosmiste russe qui s'appelle Konstantin Tsiolkovsky, qui représente un autre courant, deuxième courant dans le cosmisme russe, qui est le cosmisme scientifique. C'est-à-dire qu'il n'était pas croyant, mais en même temps, on peut dire que dans sa philosophie, il a des traits du bouddhisme, même peut-être du paganisme. Il divinise un peu l'univers. Pour lui, il n'y a pas Dieu, il y a l'homme, il y a l'univers. Et lui, il était très influencé, comme d'ailleurs beaucoup d'autres cosmistes, il était très influencé par les idées de Fyodorov, qu'il a eu aussi, comme il disait, la chance de connaître quand il était plus jeune. Et Konstantin Tsiolkovsky, c'était un autodidacte aussi, un personnage très intéressant dans l'histoire russe. Et Konstantin Tsiolkovsky, il a commencé à mettre en pratique les idées de Fyodorov, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est lui qui était à l'origine du procès spatial, parce que Sergei Korolev, qui a mis en place le premier vol dans l'espace et aussi le lancement du premier satellite soviétique, lui, il s'appuyait directement sur les idées de Tsiolkovsky, notamment sur le lancement de fusées, sur l'utilisation des fusées pour le lancement des objets cosmiques pour envoyer les ondes dans l'espace. Oui, Tsiolkovsky, si je me souviens bien, c'est celui qui est à l'origine de l'équation de la fusée, enfin l'équation de la propulsion chimique finalement, qui est redoutable parce que c'est ce qui nous permet, enfin c'est ce qui rend si difficile l'accès à l'espace. Mais c'était pour situer un petit peu historiquement, c'est au début du XXe siècle, c'est ça? Oui, Nicolas Tsiolkovsky, c'est fin du 19e, début du 20e siècle. Il a vécu une longue vie et il faut dire qu'il n'a pas été très apprécié en tant que scientifique durant sa vie. On a commencé à s'intéresser à ces idées quand Tsiolkovsky était déjà une personne très âgée. Voilà, mais quand même, ces idées ont influencé et jusqu'à aujourd'hui, ont influencé sur l'astronautique en général. Et jusqu'à aujourd'hui, on appuie sur ces idées. D'ailleurs, il a créé plusieurs théories, plusieurs hypothèses. Certaines hypothèses sont en train d'être mises en pratique, comme par exemple, il proposait déjà quelque chose comme l'ascenseur pour aller dans l'espace. Et je sais pour se déplacer dans l'espace. Et je sais qu'aujourd'hui, le NASA travaille là-dessus. Voilà, c'était déjà dans les travaux de Tsiolkovsky. Alors, vous avez indiqué que ces idées ont été redécouvertes sur le tard. Vous avez indiqué qu'elles avaient été réellement mises en œuvre en fait pendant la guerre froide, c'est-à-dire dans un contexte politique bien particulier. Or, vous nous avez rappelé au départ que la pensée cosmiste vient d'une interprétation, d'une réflexion tout à fait religieuse. On peut se poser la question de savoir comment cette pensée qui donc a des racines sans doute davantage religieuses, comment est-ce qu'elle a évolué et comment est-ce qu'elle a pu traverser l'époque soviétique en général. Est-ce que la pensée cosmiste a été intégrée dans la période soviétique? Est-ce qu'elle a été rejetée ou est-ce qu'elle a été juste transformée? Comment est-ce que donc le cosmisme a traversé l'époque soviétique? C'est une question très intéressante parce que vous savez, il y a des chercheurs qui s'intéressent précisément à cette question, comment par exemple les idées de Nicolas Fyodorov ont pu effectivement être quand même influencées, on pourrait continuer d'influencer sur la pensée russe. Il faut dire que d'un côté, Nicolas Fyodorov, il représente ce qu'on appelle la philosophie religieuse russe, au même titre que les autres, d'ailleurs, philosophes, y compris les cosmistes, comme Nicolas Berdyaev, Sergei Bulgakov et beaucoup d'autres.
C'est-à-dire que c'est la philosophie qui, normalement, n'aurait pas dû avoir lieu sur le sol soviétique. Mais en même temps, Nicolas Fyodorov, même si à partir des années 20, on commence un peu à l'oublier, c'est-à-dire qu'on ne parle quasiment pas de Nicolas Fyodorov dans le milieu scientifique russe. En même temps, ses idées, il était quand même plus toléré vis-à-vis de certains autres philosophes religieux, parce que il y avait certains traits dans cette philosophie qui ne contredisaient pas, au contraire, qui étaient un peu, qui correspondait un peu à l'esprit soviétique. Par exemple, le collectivisme de Fyodorov, lui, il parlait vraiment de la cause commune. Il pensait que, et de la fraternité. C'est aussi une notion très importante chez Fyodorov, que les gens doivent se réunir pour travailler ensemble. Et puis aussi, Nicolas Fyodorov, c'est pas seulement la pensée, c'est quand même aussi une tentative de proposer quelque chose. On dit parfois que le cosmisme russe, il prend vraiment sa naissance au milieu du 19e siècle avec la théorie de Darwin, c'est-à-dire avec l'évolutionnisme. Parce que les cosmistes, en règle générale, ils proposent l'évolution, ils proposent le changement, ils proposent le perfectionnement, et non seulement le côté théorique. C'est-à-dire que l'appui sur les sciences naturelles, c'est très fort chez Fyodorov. Il pensait que toutes les sciences doivent se réunir pour aboutir à la réalisation de son projet qui était l'immortalité. Alors, ce que vous venez de nous dire là nous intéresse particulièrement et m'amène alors à une autre question. La théorie darwinienne, donc évolutionniste, s'est traduite en Occident par une tendance, mais plus qu'une tendance, de véritable mouvement politique de la fin du 19e jusqu'à peu près la moitié du 20e siècle, tendance qui a, on va en parler, il y a eu une histoire pas toujours très heureuse et qui aujourd'hui est très critiquée, voire même condamnée. Je veux parler de l'eugénisme. Est-ce que on peut dire que dans le cosmisme russe, on trouve un équivalent parce que c'est vraiment la même période, hein, fin du 19e siècle jusqu'à peu près moitié du 20e siècle, notamment années 20, années 30. Est-ce qu'on trouve des équivalences dans le cosmisme donc à l'eugénisme? Est-ce qu'on peut dire ou pas que les cosmistes russes ou des cosmistes russes étaient eugénistes à cette époque-là? Alors, le cosmisme russe, comme d'ailleurs le cosmisme en général, c'est pas un phénomène très unanime. Bien évidemment, on trouve deux principaux courants dans le cosmisme russe, et à l'intérieur de ce courant, il y a aussi plusieurs branches. Donc, tous les cosmistes n'avaient pas, bien évidemment, les mêmes idées, la même vision des choses. Il faut dire que dans ce qu'on appelle le cosmisme scientifique, il y avait, comme je viens de citer, Konstantin Tsiolkovsky, qui s'intéressait particulièrement à l'homme dans l'espace. Déjà, il continue en quelque sorte la pensée de Fyodorov. Il continue à réfléchir sur l'être humain dans le futur, dans l'avenir, comment l'homme va se comporter. Et il lance même des hypothèses sur la modification de l'être humain, parce que l'homme, probablement, d'après lui, ne pourra pas garder la même consistance physique. C'est-à-dire qu'il y aura des changements. Peut-être qu'il pourra voler, se déplacer. Il pourra se nourrir directement de rayons de soleil, comme certaines plantes vivantes. Et chez Tsiolkovsky, effectivement, on trouve déjà des idées qu'on peut appeler aujourd'hui des idées eugénistes, qui est d'ailleurs des idées très discutables. Voilà. Et Tsiolkovsky réfléchissait sur l'espèce humaine, toujours dans l'esprit de perfectionner l'homme, et il proposait que peut-être on pourra réduire l'impact nocif de certaines personnalités, par exemple faire le contrôle sur la naissance, par exemple pour les personnes qui ont de mauvaises inclinations, des criminels, etc. Donc il pensait que quand même
Il y a des gens qui ont leur handicap, peut-être pareil, on pourra quand même surveiller la reproduction, si on peut le dire. Donc, ces idées, effectivement, on trouve déjà chez Tsiolkovsky. Effectivement, et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir à quel point les idées de certains cosmistes, donc qui remontent au début du XXe siècle, étaient avant-gardistes. Par exemple, parler de modification génétique, d'adapter l'être humain à des différentes conditions dans le futur, qui pourraient peut-être être directement liées à la colonisation spatiale, parce qu'on peut se dire que si on a des humains dans le futur qui vivent sur d'autres planètes, ils vont s'adapter, et peut-être même qu'on va les modifier génétiquement pour qu'ils soient plus facilement adaptables. Ce qui m'amène à me demander si, d'une manière générale, aujourd'hui, le cosmisme, alors le courant, on va dire, scientifique du cosmisme, influence le monde scientifique en Russie, de ce que vous savez. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont directement menées en Russie, qui pourraient être liées, connectées au cosmisme russe? Il faut dire que effectivement, même aujourd'hui, les idées des cosmistes influencent sur le monde russe, bien sûr. Déjà, la Russie, elle est héritière de l'Union soviétique en tout ce qui concerne la conquête de l'espace, c'est-à-dire que l'exploration, peut-être plutôt que la conquête continue actuellement. Le programme qui a été mis en place par Sergei Korolev, il a eu quand même l'étape suivante. Actuellement, la Russie essaie de exploiter la surface de la Lune, notamment en juin ou en juillet 2023. Il y a eu une tentative de faire l'alunissage de la part de la Russie. Il y avait cette tentative, malheureusement, qui n'a pas abouti, mais il y a le programme qui permet de nous dire que ça continue, la conquête de l'espace. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, chez les cosmistes russes, il y avait une autre personne très intéressante qui était Vernadsky, Vladimir Vernadsky, qui fait partie de ce deuxième courant philosophique, au même titre que Tsiolkovsky, qui proposait aussi de s'occuper de l'univers, de l'espace, faisait partie des philosophes qui étaient à l'origine de la notion très importante qui est le noosphère. Noosphère. Ils pensaient qu'il y a le biosphère, c'est là où les êtres vivants habitent, mais aussi l'homme, à un moment donné, grâce à sa raison, grâce à son esprit, il peut influencer directement sur la biosphère, toujours dans le but de améliorer les conditions humaines mais en préservant quand même les lois de la nature, les lois naturelles. Il était vraiment pour respecter les lois de la nature et en même temps préserver la vie sur la Terre. Et donc les idées de Vernadsky, aujourd'hui, vu que toute l'humanité est confrontée à des problèmes écologiques graves, tout le monde maintenant s'intéresse à Vernadsky, y compris en Russie. Le nom de Vernadsky est cité par le président russe à plusieurs reprises, comme d'ailleurs le nom de Tsiolkovsky. Voilà, c'est-à-dire que il y a des colloques qui sont organisés pour parler des idées de Vernadsky, pour présenter ces idées dans le contexte de la vie actuelle. C'est fascinant. Est-ce qu'il y a aussi, donc vous avez mentionné quelques critiques faites au cosmisme, notamment le fait que, à l'époque en tout cas de Fyodorov, le cosmisme, l'idée de colonisation spatiale était perçue comme un peu ridicule. Ce qui est rigolo puisque c'est la partie la plus crédible du projet, plus que celle qui parlait de ramener les morts. Et donc je me demandais, est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres critiques que vous avez pas mentionnées qu'on pourrait faire à l'encontre du cosmisme, ou qui sont faites par des gens aujourd'hui, par exemple dans la presse ou autres, qui, d'une manière générale, quelle est la perception du cosmisme, que ce soit en Russie, mais aussi en Occident et en France, parce que vous vivez en France? Je pense qu'on revient aux idées des cosmistes, effectivement, aujourd'hui. Et en Russie, la notion de cosmisme, elle est maintenant mise en valeur, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur le cosmisme russe, on réfléchit sur
plusieurs représentants du cosmisme russe. Et j'ai l'impression que dans le monde entier, aujourd'hui, on s'intéresse aussi au cosmisme russe, peut-être parce qu'il y a un autre courant actuel qui s'appelle le transhumanisme. Et vous savez, je parlais d'où vient mon intérêt pour le cosmisme russe. Donc effectivement, ça vient encore de mes études littéraires et philosophiques en Russie. Mais ces derniers temps, récemment, j'ai commencé à nouveau à me replonger dans cette réflexion parce qu'il y a maintenant les idées de transhumanistes et je pense que tout le monde actuellement souhaite quand même prendre une position vis-à-vis de ces idées. Et le rapport, le lien entre le cosmisme et le transhumanisme, il est quand même évident. Et les transhumanistes ne le refusent pas du tout. Donc voilà, et c'est aussi un moyen pour s'interroger encore une fois, pour revenir aux sources, pour s'interroger sur le cosmisme et ses rapports. Est-ce qu'il y a vraiment d'ailleurs ces rapports avec le transhumanisme, pardon. Il faut dire que en Russie actuelle, il y a ceux qui se considèrent comme transhumanistes, exactement comme à l'Occident. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment distinguer ces deux notions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la Russie c'est le cosmisme, l'Occident c'est le transhumanisme. C'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est-à-dire qu'en Russie, vous avez tout, vous avez ceux qui adhèrent à la vision du monde des transhumanistes aujourd'hui. Il y a ceux qui adhèrent au cosmisme, et il y a ceux qui sont entre les deux, qui voient un lien direct entre ces deux visions du monde et considèrent que le cosmisme, c'est juste, ou le transhumanisme, c'est une version du cosmisme. En tout cas, ils voient une convergence vraiment entre ces deux courants philosophiques. Parce qu'on peut dire que le transhumanisme, c'est aussi une vision du monde. C'est non seulement le progrès technique, mais c'est quand même aussi, il y a le souci de l'être humain du progrès de ce point de vue. Et c'est quelque chose qui est très, à mon avis, c'est quelque chose qui lie vraiment le cosmisme avec le transhumanisme, c'est ce dualisme. D'un côté, c'est une façon d'apprendre le monde, l'homme et l'univers, le rapport. De notre côté, c'est aussi les sciences humaines qui sont mises en valeur comme moyen pour permettre à l'homme d'influencer sur l'environnement. Alors, je pense que nous sommes tout à fait d'accord à titre personnel en tant que représentant d'une organisation qui s'affirme comme transhumaniste. Donc, je reconnais énormément de points communs avec le cosmisme. Cela dit, plusieurs commentateurs, lecteurs, etc., identifient également des différences. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux les comprendre de votre point de vue? Qu'est-ce qui distinguerait le cosmisme et le transhumanisme malgré tous leurs points communs? Vous savez, c'est une question très intéressante. Je ne sais pas si on peut aujourd'hui donner une réponse exhaustive à cette question. Aujourd'hui, en Russie, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis des transhumanistes, même s'il y a même des associations qui sont des associations ouvertement transhumanistes. Voilà. Mais il y a aussi un courant très important dans la philosophie russe moderne qui considère que les transhumanistes, ils utilisent les idées des cosmistes pour les remanier à leur façon, voilà, et ça sert même en quelque sorte pour justifier certaines idées. Alors moi, je ne peux pas donner évidemment une réponse exhaustive à votre question, mais ce qui, à mon avis, distingue, par exemple, les transhumanistes d'aujourd'hui, par exemple, des idées de Nicolas Fyodorov, c'est très simple. Chez Nicolas Fyodorov, il y a la ressuscitation de toutes les générations précédentes. Il n'y a pas de salut personnel, c'est-à-dire que il n'y a pas cette idée que voilà, tu payes, tu accèdes à de nouvelles technologies pour pouvoir ressusciter ton corps. Alors, tu te fais opérer pour retarder le vieillissement. Donc, il n'y a pas du tout cela chez Fyodorov. Déjà, il pense au salut de tous. Et même un philosophe russe, comme par exemple Solovyov, un jour,
il a contacté Fyodor pour lui dire que, mais en fait, c'est un peu une idée bizarre, une idée dingue d'avoir cette envie de ressusciter, de faire revenir sur la terre toutes les générations précédentes, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin des gens qui ont tous leurs péchés, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tant de personnes sur la terre? Il faut peut-être réanimer uniquement les élus. Et pour Fyodorov, ce qui est très important pour sa philosophie, c'est que il n'y a pas de salut pour une personne, il y a le salut pour tous. Et puis, pour lui, la philosophie de l'œuvre commune, c'est un peu le travail sur soi-même. C'est-à-dire que le processus, pour Fyodorov, il quand même il présuppose que l'homme, à travers cette œuvre commune, il devient meilleur. C'est-à-dire qu'il y a ce perfectionnement spirituel de l'homme, de toutes les générations qui participent à cette œuvre commune. On arrête les guerres, on met en valeur tous les acquis que l'humanité a pu avoir en ce moment pour ressusciter les morts. Et pareil, pour les gens qui seront de retour, pareil, ils ne seront pas tout à fait les mêmes. C'est ça un peu l'idée de Fyodorov. C'est très philosophique, très religieux en même temps. Pour certains cosmistes russes, je pense que certaines idées de transhumanistes d'aujourd'hui ne seraient pas du tout acceptables. Et même, on se demande, par exemple, pour Vernadsky, pour Pierre de Chardin. Pierre de Chardin, c'était aussi un chrétien, esprit chrétien, et lui, il pensait que le but, c'est pour que l'homme, à travers le non-sphère, pour qu'il accède à la raison divine. Donc pour lui, c'était plutôt ça. J'ai lu quelques auteurs occidentaux qui parlent et interprètent, qui parlent du cosmisme et interprètent le cosmisme. Par exemple, il y a 3 ans de ça, nous recevions ici même un chercheur et auteur qui s'appelle Christophe Bierand, dont a parlé en fait Gaëtan plus tôt, qui est à la fois russophile et qui s'affirme quasiment comme cosmiste. C'est juste Rudolf Bierand. Rudolf Bierand, pardon. Et j'ai lu également un petit peu les écrits de l'américain Ben Goertzel, qui, il y a quelques années, enfin ça remonte à 2009-2010, a publié un ouvrage qui s'intitule A Cosmist Manifesto, donc un manifeste cosmiste, et qui donne leur propre interprétation. Il y a, il me semble, un point commun que je retrouve chez l'un comme chez l'autre. Ils ont l'air de dire que ce qui pour eux distinguerait le cosmisme du transhumanisme, c'est l'importance donnée, ou l'attention portée au mystère. C'est-à-dire que dans le transhumanisme, il y aurait une approche qui serait plus systématiquement scientifique, qui considérerait que la raison, d'une manière ou d'une autre, peut accéder progressivement, même progressivement, à l'ensemble du réel, même si ça reste un objectif indéfiniment lointain, alors que dans le cosmisme, il y aurait l'acceptation immédiate du fait qu'il y a toujours une gigantesque partie du réel qui nous reste complètement inconnue et qu'il faut accepter un certain nombre d'éléments d'information qui nous parviennent et qui restent infiniment et indéfiniment mystérieux. Vous voyez, c'est un terme important parce qu'on peut le concevoir dans une pensée d'emblée religieuse. Par exemple, tout ce qui relève du mysticisme par étymologie, donc accepte le mystère comme point de départ, ou on peut considérer d'un point de vue même scientifique qu'il y a toujours des dimensions du réel qui demeurent mystérieuses. Mais est-ce que vous trouvez que cette interprétation est correcte? Est-ce que vous le retrouvez dans votre compréhension du cosmisme, ou alors est-ce que ça vous paraît une interprétation erronée ou peut-être exagérée? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée donc de la dimension du mystère comme étant au cœur de la pensée cosmiste? Alors, malheureusement, je n'ai pas lu en intégrité le manifeste dont vous parliez. Moi, j'ai lu juste un chapitre qui était traduit en russe, donc je ne peux pas dire que j'ai tout à fait
Je suis vraiment connaisseur de ces manifestes, mais effectivement, je pense que ce qui concerne le côté mystère, c'est très présent. Et d'ailleurs, c'est normal parce que si on parle du courant religieux du cosmisme russe, c'est normal qu'il y ait une partie de mystère. Et si on parle des idées de Tsiolkovsky ou Vernadsky, il y a déjà un peu moins ce côté mystère. Mais j'avoue que c'est une notion très importante chez les cosmistes russes. Mais en lisant ce manifeste, le chapitre qui était traduit en russe, moi j'ai vu certaines choses qui m'interpellent. Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez un peu développer ces idées. C'est-à-dire que il y a déjà ce qui me saute aux yeux, c'est que il y a l'emploi de ce terme transhumanisme et cosmisme comme interchangeable. Pour moi, ce n'est pas encore, comment dire, il n'y a pas de preuve pour cela, c'est-à-dire que c'est discutable. Voilà, ça reste quand même discutable, même si c'est sûr qu'il y a des liens de parenté entre ces deux phénomènes. Mais donc dans ce manifeste, il y a quand même vraiment on met en parallèle ces deux termes constamment. Et puis, il y a des idées que l'homme doit contrôler ses émotions pour arriver à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'étape transhumaniste. Voilà, il y a le contrôle sur les émotions. Il y a aussi ce souci de garder l'équilibre entre le besoin de rester humain et peut-être la tentative de surpasser cet humain. Donc tout ça, ça me paraît, il faut, je pense, réfléchir encore un peu plus sur ces idées et voir le rapport vraiment avec le cosmisme, parce que je trouve que c'est quand même un peu restreint vis-à-vis de la liberté humaine. En tout cas, j'ai l'impression. Alors, on a parcouru différents des aspects assez théoriques et philosophiques de cette idée donc du cosmisme, mais certains indices et certaines études ont tendance à dire que de manière beaucoup plus contemporaine, alors jusqu'à nos jours, eh bien, il pourrait y avoir encore donc des influences du cosmisme dans la société, enfin, on en l'a dit, en Russie, mais même dans les sphères politiques. Vous avez évoqué tout à l'heure rien moins que le président Vladimir Poutine. Et en effet, il m'est arrivé de lire que lui-même ne serait pas indifférent à ce mode de pensée. Alors, ce qu'il y a, c'est que je l'ai lu dans des articles parus en Occident. Par exemple, il y avait un article intitulé « Poutine ou le transhumanisme russe », quasiment, il y a quelque temps dans la presse française. Et de manière très pratique, il a été dit que des chercheurs, des scientifiques russes étaient prêts à aller très loin dans des pratiques que nous considérons comme relevant complètement du transhumanisme. Par exemple, après qu'en 2018, en Chine, une expérimentation ait été menée pour modifier le génome de bébés. Vous avez peut-être entendu parler de ce chercheur He Jiankui qui a donné naissance, enfin qui a contribué à la naissance des premiers enfants génétiquement modifiés, alors que cela a été condamné de manière à peu près unanime au niveau international. Eh bien, il est apparu un chercheur russe, si je ne me trompe pas, il s'agit de Denis Rebrikov, je prononce mal, excusez-moi, donc qui s'était dit prêt à poursuivre ses recherches. Mais ce qui était plus étonnant également, c'est qu'apparemment, il aurait été soutenu par l'une des filles de Vladimir Poutine, et donc indiquant que le pouvoir russe était plutôt favorable à ce type de recherche. Donc, évidemment, de notre point de vue, ça amène à se poser des questions. Est-ce que le cosmisme, la pensée cosmiste aujourd'hui est susceptible d'influencer les milieux, non seulement scientifiques, mais également les milieux politiques, ou est-ce que tout ça, finalement, c'est peut-être au contraire des fantasmes? Est-ce que ces informations sont bien réelles? Peut-être pas, peut-être ce sont des exagérations. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces informations qu'on peut trouver parfois dans les médias occidentaux?
Je vais dire que, alors, on va revenir sur le début de cette histoire. Il y avait effectivement un chercheur, un médecin chinois qui a procédé à ce genre d'expérience. Et donc, ça a eu un reflet dans le monde entier, dans le monde scientifique notamment, et y compris en Russie, c'est-à-dire que les médecins, les biologistes s'exprimaient à ce sujet. Et beaucoup de chercheurs exprimaient leur inquiétude vis-à-vis de ce type d'expérimentation, non seulement à l'Occident, mais en Russie aussi. Et ensuite, c'est toujours la même revue, d'ailleurs, Nature, je crois, qui a publié en 2019, qui a publié l'article consacré à certains biologistes russes, Denis, effectivement, Rebrikov, qui souhaitaient, d'après la revue, continuer les recherches dans ce domaine. Il faut dire que Denis Rebrikov, c'est quelqu'un qui travaille effectivement dans un laboratoire d'édition du génome. C'est un centre de recherche à Kulakov, à Moscou, et il est en tête d'une équipe de chercheurs qui travaille là-dessus. Effectivement, il s'est exprimé en disant qu'il a cette intention de continuer cette expérience, d'intervenir dans le génome de bébés, dans le but quand même assez noble, c'est-à-dire il voulait, je crois que le médecin chinois, il pratiquait ces modifications pour que l'enfant de 2 parents porteurs du virus SIDA. Oui, un des parents, le père était porteur du SIDA. Oui. Pour être sûr que leur enfant n'aura pas cette maladie, voilà. Et en ce qui concerne Denis Rebrikov, lui, il voulait se concentrer sur le problème de surdité, c'est-à-dire que pour les bébés de personnes qui ont cet handicap, qui sont sourds. Donc, avant de procéder à cette expérience, Denis Rebrikov, il doit d'abord, parce que cette expérience n'a pas encore été réalisée, il doit d'abord avoir l'accord de 2 instances russes. Donc, la première instance, c'est le comité éthique du ministère de la Santé, et deuxième instance, c'est le département des médicaments et la réglementation des produits médicaux. Pour obtenir leur accord, il doit d'abord déposer son dossier et présenter les preuves comme quoi il n'y a pas de risque ou quasiment pas pour ce type d'opération. Sauf que, d'après ce que j'ai cru comprendre en cherchant un peu sur Internet, parce que cette affaire m'intéresse aussi, il n'a pas encore fait cela, tout simplement parce que lors de dernière interview, il dit que moi-même, pour le moment, je trouve que mon dossier n'est pas assez fiable pour être présenté. Donc, il continue sa réflexion. Ensuite, dans votre question, il y avait aussi cette interrogation sur la position du pouvoir politique russe. Donc, en ce qui concerne la fille de Vladimir Poutine, je suppose qu'il s'agit de Maria Vorontsova, qui est un médecin endocrinologue connu en Russie. Et elle fait partie d'une association qui lutte pour la promotion, en quelque sorte, la promotion de nouvelles technologies, voilà, dans le domaine, effectivement, de la recherche médicale. Par exemple, elle s'est exprimée lors de cette affaire de Denis Rebrikov, comme quoi les gens ont souvent aussi des préjugés contre l'ingénierie génétique, et en même temps, d'après elle, ça permet quand même d'améliorer aussi, d'influencer sur la santé de l'homme, et donc guérir certaines maladies génétiques graves, etc. Donc, il pense qu'il y a beaucoup de préjugés, et en réalité, c'est pas aussi dangereux que ça, parce qu'ici, on pèse tout, il y a quand même beaucoup de points positifs dans cette démarche. Voilà, mais c'est uniquement la position de cette personne, donc on ne sait pas si vraiment le président russe adhère à ces idées. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas l'affirmer, je ne peux pas
le supposer. Je sais que Vladimir Poutine n'a pas eu de discours direct sur le transhumanisme. En tout cas, moi, j'en suis pas au courant. Voilà. Il s'exprime en revanche beaucoup sur les cosmistes, sur Vernadsky, sur Tsiolkovsky, bien évidemment, mais il ne parle pas directement des idées transhumanistes. Mais en même temps, il s'est exprimé quand même assez souvent concernant tout ce qui est pour lui aujourd'hui représente un certain danger, notamment à l'Occident. Par exemple, la question de la transidentité, les personnes transgenres, tout ça, ça fait partie quand même des préoccupations non seulement de Vladimir Poutine, mais aussi du gouvernement russe. C'est-à-dire que, comment on va dire, il n'y a pas vraiment, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas vraiment de lutte, de, je sais pas, de persécution contre les personnes du groupe LGBT, etc. Mais on n'a pas comment dire, on essaie quand même de réduire leur impact, c'est-à-dire ce qu'on appelle la propagande de ce type de comportement, comme par exemple justement le changement de sexe, etc. Ça, on peut effectivement citer Vladimir Poutine, il s'exprime là-dessus. En même temps, c'est plus compliqué que ça parce qu'en même temps, il y a un programme fédéral russe qui travaille sur l'intelligence artificielle, voilà, dans le but de c'est déjà, je peux comprendre que c'est déjà très utile, c'est très utilisé dans certains domaines de finance, dans le commerce, etc. Puis, il existe des associations, des agences, comme par exemple les Cryo-Russes, qui était la deuxième agence à cryogénisation, qui permet la cryogénisation, je ne me trompe pas de terme, voilà, qui existe en Russie, qui n'a jamais subi aucune pression de la part du pouvoir politique. Voilà. Mais en même temps, je peux aussi dire que récemment, il y a un projet qui était déposé par certains messieurs Mikhail Kovalchuk, qui est président de l'Institut Kurchatov, c'est un physicien, et l'Institut est très connu aussi. Il y a beaucoup de savants physiciens de renommée qui travaillent dans cet institut. Et lui, il avait un projet plutôt, qui était intitulé Stratégie de développement des technologies convergentes. C'était un conseil auprès du président russe qui envoyait l'enquête à l'Académie des sciences et les académiciens n'ont pas donné leur accord. Donc, pour l'instant, ce projet n'a pas eu lieu en Russie. Nous avons également entendu parler, en Occident, en France en particulier, d'un autre groupe qui semble essayer d'avoir une influence sur la politique en Russie, et pas que la politique, sur les milieux scientifiques, mais même jusqu'au milieu militaire. Et qui s'identifient clairement comme cosmistes, mais qui alors, eux, d'après certaines études, chercheraient à se démarquer du cosmisme. Ils essaieraient de dire le cosmisme c'est russe, le transhumanisme c'est pas bien, c'est occidental. Et je caricature. Et notamment, on trouve, semble-t-il, ces personnes réunies dans une organisation qui s'appellerait le Club Izborsk. Est-ce que vous avez entendu parler de cette organisation? Est-ce que vous corroborez des travaux? Par exemple, en France, il y a une universitaire qui s'appelle Juliette Faure, qui a écrit plusieurs articles à ce sujet. Par exemple, elle a un article qui s'intitule « Le cosmisme serait une mythologie nationale russe contre le transhumanisme ». Et puis, dans ces articles, elle estime que ce cercle Izborg eh bien, comment dire, développe une philosophie qui relève en politique de l'extrême droite. Donc, elle va assez fort. Est-ce que vous pensez que, enfin voilà, qu'est-ce que vous savez nous dire à ce sujet? Est-ce que vous pensez que cette analyse est pertinente? Qu'est-ce qu'il en est? Je pense qu'il y a souvent cette vision en Occident, effectivement, que vous venez de nommer un peu caricaturale, c'est-à-dire que les Russes, ils cherchent toujours
leur voix à part, leur, comment dirais-je, elle essaie d'affirmer un peu à l'écart de l'Occident, voilà, et que effectivement, il y a cette idée que nous, c'est le cosmisme russe, ça c'est très bien, on continue cette démarche. Par contre, il faut mettre en garde les gens contre le transhumanisme, etc. Donc, je pense qu'il y a un peu cet esprit, et non seulement en Russie, en Occident aussi, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur les idées des transhumanistes et ne sont pas toujours prêts d'adhérer à la vision transhumaniste. Et encore, ça dépend aussi, il y a c'est pas non plus un phénomène très simple, c'est très compliqué aussi. Voilà, mais c'est vrai que les membres de ce club que vous venez de nommer, c'est encore une fois, j'aime pas trop ce type de cliché, extrême droite, nationalisme, mais c'est vrai qu'il y a les membres de ce club, ils seraient plutôt opposés au transhumanisme tel qu'il existe aujourd'hui en Occident, et d'ailleurs aussi il y a des fervents aussi, parce qu'ils considèrent que le cosmisme russe, que, comme par exemple on a déjà mentionné aujourd'hui, c'est un phénomène qui est plutôt, même s'il n'est pas religieux, c'est un phénomène qui quand même s'occupe beaucoup de l'esprit, du côté spirituel. Et c'est ce qui manque au transhumanisme. En tout cas, ça aussi, c'est un peu vision caricaturale, parce qu'il y a des transhumanistes qui se considèrent directement comme la suite de Nicolas Fyodorov, comme la suite de ses positions comme continuateur de ses idées. Voilà. Les membres de ce club, ils considèrent qu'il faut travailler pour convenance, par exemple, il faut travailler sur l'homme, sur l'espace, sur les rapports entre l'homme et cet espace, mais il faut en tout cas, à tout prix, préserver la nature humaine. Ils considèrent que les transhumanistes, parfois, ils essaient de la modifier. Voilà. C'est-à-dire qu'il sera... C'est pour ça que ça s'appelle transhumanisme. Il y a d'ailleurs des post-humanistes aussi. C'est un sujet un peu peut-être à part. Ça veut dire que c'est déjà en quelque sorte le dépassement de l'être vivant. Parmi les membres de ce club, il y a certains Alexandre Dugin, qui est assez connu aujourd'hui à l'Occident aussi. Et lui, il est très, très opposé aux idées des transhumanistes qu'il considère comme idées dangereuses. Voilà. Mais c'est juste, on ne peut pas dire que c'est le point de vue, je pense, de tous les membres de ce club. On va dire qu'ils adhèrent tous à cette vision cette position très prise d'Alexandre Dugin, qui est quand même un penseur, un philosophe russe qui a beaucoup d'influence aujourd'hui, il faut dire, dans la société russe. Vous savez, c'est une question très compliquée. On peut parler beaucoup, en fait, parce que il y a en Russie, aujourd'hui, il y a un peu tout. Il y a ceux qui adhèrent aux transhumanistes, il y a ceux qui sont très opposés, et il y a aussi un petit courant qui est au milieu, qui pense qu'il faut prendre le cosmisme comme source d'inspiration, mais en même temps, l'homme aujourd'hui, il ne peut pas vivre à l'écart du progrès technologique, et c'est-à-dire que le progrès technologique, il est inévitable. Il faut aussi essayer d'en profiter et prendre ce qu'il y a de bien, de raisonnable dans ce processus, voilà, sans aller peut-être dans les extrémités. Ça pourrait aussi être intéressant d'avoir votre impression, étant donné que vous vivez en France et que vous commencez à vous intéresser au transhumanisme, comme vous l'avez mentionné au début de notre conversation. Est-ce que, d'après vous, le transhumanisme en France est-il plus accepté ou moins accepté que le cosmisme en Russie, de manière assez générale dans la société? Je pense qu'à l'époque soviétique, si on remonte un peu en arrière, à l'époque soviétique, les idées de cosmisme n'étaient quasiment pas présentées. D'un côté, comme remarque Michel Yeltcheninov, comme d'ailleurs Nicolas Berdyaev, il y a beaucoup de gens qui le remarquent, le cosmisme russe, il a beaucoup de rapports, de liens avec l'idée communiste, parce que ça veut dire la fraternité, la réunion des gens, la cause commune, et aussi le croix au
au progrès des sciences, au progrès de techniques, etc. Donc, d'un côté, on ne parlait quasiment pas des cosmistes religieux comme Fyodorov, comme Bulgakov, etc. Mais en même temps, il faut dire que Tsiolkovsky, Korolev, ils s'appuyaient quand même sur les idées des cosmistes, sur les idées de Fyodorov. Ensuite, à partir des années 80, il y a une réapparition, si je puisse le dire, du cosmisme russe. On pouvait acheter des ouvrages, on pouvait accéder très facilement aux idées des cosmistes russes. Donc, et c'est devenu un débat. On commençait d'ailleurs à enseigner la philosophie russe, la philosophie religieuse et le cosmisme russe à l'université de Russie. Voilà. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que le cosmisme russe est très étudié. Il y a plusieurs colloques, il y a plusieurs réunions, il y a plusieurs associations qui sont consacrées à l'étude du cosmisme à Russie aujourd'hui. Voilà. En France, pour le transhumanisme, je pense que ça commence un peu à se présenter, à gagner du terrain. Mais je crois qu'il y a beaucoup de réticence encore de la part du large public vis-à-vis des idées de transhumanistes. Nous, en ce qui concerne le cosmisme russe, évidemment, c'est pas très connu non plus, même si les transhumanistes eux-mêmes, ils adhèrent souvent à la vision cosmiste. En tout cas, ils citent les cosmistes comme leurs précurseurs. Mais en même temps, le cosmisme russe, je trouve que si vous parlez, si vous vous adressez aux gens dans la rue, il y a très peu de gens qui connaissent. Et je pense que malheureusement, parfois, les philosophes français, ils contribuent à cette vision parce qu'on essaye, comment dire, de présenter le cosmisme russe comme vous venez de le dire, comme idée nationale russe. Et pourtant, je trouve que c'est un phénomène beaucoup plus large, idée nationaliste. Mais je trouve que, encore, la pensée religieuse russe, comme Florensky, Bulgakov, Berdiaïev, Vassili Rozanov, effectivement, elle est peut-être le côté nationaliste dans le sens qu'on considère que la Russie est porteuse de la foi authentique, de l'orthodoxie. Il y a cet esprit de promouvoir la foi orthodoxe et la Russie en tant que troisième Rome. Vous connaissez bien sûr cette idée, la Russie est troisième Rome, mais on ne peut pas le reprocher, de mon point de vue, aux cosmistes, proprement parler. Par exemple, Nicolas Fyodorov, il pense, il se soucie de toute l'humanité. Il ne met pas en valeur un Russe ou la Russie, etc. Donc voilà, je pense même Michel Yelchinov, il a un peu ce péché aussi de dire que le cosmisme russe, c'est un courant qui est un peu entre mystère, entre religiosité et les sciences, voire l'ésotérisme, le pseudoscience. Donc même lui, par exemple, il ne considère pas ça, à mon avis, au sérieux. En tout cas, il y a certains passages dans ses ouvrages, dans ses livres, qui ont cette vision. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que j'ai l'impression que en Occident, c'est souvent ça. Dès qu'on parle de la Russie, il y a un peu cette, peut-être pas indulgente, mais en tout cas, il y a ce côté paternaliste. Moi, j'aurais dit que, vous savez, le cosmisme russe, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment la philosophie, ce n'est pas vraiment la religion, c'est entre les deux. Oh, et pourtant, il y a de très bons philosophes français de nos jours qui prennent au sérieux le cosmisme. Par exemple, je peux vous montrer d'ailleurs le livre. Voilà, c'est Alexandre Papadopoulou, qui, à mon avis, a fait un très bon livre pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou très peu la pensée russe, la philosophie russe. Et voilà, elle présente très bien cette philosophie. Il y a aussi Françoise Lesourd comme philosophe français. Merci. Alors, on va conclure avec une dernière question. En tout cas, de mon côté, c'est une question qui se place plutôt vers l'avenir de tout ça, l'avenir du cosmisme et du transhumanisme. Du coup, comment voyez-vous ces mouvements se diriger à l'avenir à la lumière des avancées technologiques, comme on l'a vu
Donc le fait que par exemple durant la conquête spatiale, les idées cosmisme étaient appréciées et ont même servi à propulser certains scientifiques russes et tout ça. Donc aujourd'hui, on a des nouvelles avancées techniques dans le domaine de l'ingénierie génétique, l'intelligence artificielle. On peut même imaginer que voilà, peut-être un jour on pourra ramener les morts, ça je sais pas, mais en tout cas, comment voyez-vous l'avenir de ces mouvements et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien sûr, c'est la prospective, on ne sait pas, mais juste votre ressenti. Vous voulez dire jusqu'à quel point on peut prendre au sérieux les aspirations des cosmistes? Oui, par exemple, oui. Et puis, est-ce que vous pensez que c'est à la fois le cosmisme et le transhumanisme vont prendre une place encore plus importante dans l'avenir, puisque les défis à la fois technologiques et éthiques aujourd'hui, on les voit de plus en plus dans la société. Il y a une évolution par rapport à avant où on pouvait se dire oui, tout ça c'est de la science-fiction, alors qu'aujourd'hui, non, c'est plus tellement le cas. Parmi les transhumanistes, par exemple, il y a Giulio Prisco qui considère que le cosmisme russe, c'est l'une des sources pour lui, pour la création de son église. Son église qui est en fait un groupe, si j'ai bien compris, sur Facebook, qui n'a pas de lieu physique, c'est ça. Et donc, il considère que parmi ses précurseurs, il y a le cosmisme russe. Difficile de le dire, mais je pense que vu le progrès technologique que nous sommes en train de constater, je pense que ça va aussi regagner de la place et que les gens seront peut-être obligés aussi à se positionner, prendre une position, parce que aujourd'hui, ce qu'on nous propose, même par exemple, on prend les vaccins d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça aussi, c'est quand même l'intervention dans le génome, en quelque sorte, par exemple, les protéines spike, etc. Donc ça aussi, ça crée aussi des débats. Et je sais qu'il y a des biologistes russes qui récemment, en 2023, ont publié un article, et les docteurs en médecine, avec leur inquiétude vis-à-vis des conséquences de ce genre de vaccins, par exemple, parce qu'en Russie, on l'utilise aussi. Donc, c'est pour ça, je pense que d'un côté, on ne peut pas arrêter le progrès technique et technologique. Il y aura toujours des innovations parce que l'homme en a besoin. De notre côté, si tout le monde est prêt d'y adhérer, je ne suis pas sûre. Mais ça dépend aussi comment le transhumaniste lui-même va évaluer. Le transhumanisme, je ne suis pas spécialiste en question, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi plusieurs courants. Il y a des transhumanistes qui vont jusqu'à très loin, quasiment jusqu'à la fusion entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle. Mais il y a des transhumanistes qui, leur but, c'est seulement influencer sur la condition humaine, préserver l'homme dans son unicité comme être humain, mais en même temps essayer de modifier et améliorer les conditions de vie, prolonger la vie et lutter contre la maladie. Leur vision est quand même assez modérée par rapport à notre courant de transhumanisme. Tout à fait. Je pense que vous résumez bien la situation et l'amplitude du spectre du transhumanisme. On y retrouve tout ça, y compris des interprétations spiritualistes, voire religieuses. Il existe une association chrétienne transhumaniste, il existe une association mormone transhumaniste. Donc, je pense qu'il n'y a pas, en effet, lieu de tirer des traits pour séparer de manière absolue la tradition cosmiste ou la tradition transhumaniste. Sans doute que les deux se croisent au minimum. Vous avez parlé à juste titre des réflexions de Giulio Prisco, donc en Italie, et j'avais cité Ben Goertzel aux États-Unis. D'ailleurs, ils ont beaucoup travaillé ensemble, et tous les deux, depuis une réflexion soi-disant occidentale, s'inspirent et dialoguent avec le cosmisme russe. Donc, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de continuer à poursuivre ce dialogue. Alors, pour ma part, je vous remercie infiniment de tous les éclairages que vous nous avez apportés pour mieux comprendre ces échanges. Merci. Merci beaucoup, effectivement.